économique Eurotruffa. C'est une union d'économistes. Alors, l'Italie en euro, l'histoire d'une institution, et bien sûr, je souhaite vraiment écouter ce que Marco Balestra a à nous dire, car l'Italie a une économie bien forte et leur unique problème est la monnaie, au contraire à la Grèce, contrairement à la Grèce. Monsieur Balestra, vous avez la parole. Μισό λεπτό πριν αρχίσει ο κύριος Μπαλέστρα έχει... Avant que Monsieur Balestra commence, il y a une Suzuki qui est garée, qui peut causer des problèmes. Je ne pense pas que c'est une question pour les représentants étrangers. Alors, veuillez emmener votre Suzuki. Quoi qui vous êtes anglais. And I want to thank you. Nel 1999 mi sono trovato a riflettere sul... En 1999, je me suis trouvé vraiment à penser à l'euro qui viendrait. Je pensais que en fait, l'euro nous donnerait la possibilité de devenir plus important au sein de l'Union européenne et de pouvoir apporter au monde un nouveau modèle de capitalisme qui pourrait dépasser le capitalisme américain et qui nous donnerait la force de exporter vers les Américains notre modèle de capitalisme avec la sécurité sociale et autres acquis des employés. Bien, j'étais jeune, j'avais étudié Marx, alors vous comprenez que, en fait, j'aurais dû savoir et je pense que, en fait, je savais qu'une union monétaire sans une union politique et budgétaire ne serait pas viable. Mais même si je n'avais jamais pensé à ce petit détail, j'aurais pu tout justement me rappeler de l'histoire. J'aurais dû penser à l'Italie où le Nord a exploité le Sud avec l'issue d'une monnaie. Alors le Nord vraiment exploitait le travail du Sud et avec son argent, le Nord couvrait les dépenses du Sud. Et voilà comment on a pu assurer l'union de l'Italie. Ce n'est pas une union monétaire seule, mais une union politique, budgétaire et monétaire qui est nécessaire. Eh bien, j'ai pas pensé à ça non plus, comme d'ailleurs plusieurs d'autres. Et j'étais aussi épris par cette fausse idée d'internationalisme. J'étais presque droguée avec toutes ces informations qui provenaient des médias et qui m'avaient rendu, qui m'avaient fait espérer que, en fait, on marchait dans la voie de l'union. De la gauche italienne et européenne. L'euro est une nouvelle monnaie. Eh bien, apparemment, le changement de nom n'a pas vraiment mené quelque part. Le dollar en 1974 a été libéré par rapport au... en fait, les monnaies sont devenues une sorte de bien. Mais cela n'est pas vrai. La monnaie n'est pas un bien car cela n'a aucun coût de production. Il s'agit en fait d'une institution sociale et non pas un bien, ce qu'on appelle commodity en anglais. Ce n'est pas une marchandise. De l'autre part, on a un mythe qui est lié
qui lie la monnaie avec le PIB, la production de marchandises, mais cela aussi est une erreur, car même vu du point de vue mathématique, cela n'a aucune base. La monnaie suit la loi de la demande et de l'offre. Voilà, c'est la vérité. Si quelqu'un veut une monnaie, eh bien, cette monnaie a une valeur inhérente, qui n'est pas inhérente, pardon. Mais ce qui donne de la valeur à la monnaie sont les impôts. La monnaie est utilisée pour payer ses impôts, autrement on peut nous retrouver dans la prison. Et que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la monnaie est imposée et en fait, cela est ce qui permet au monde de mettre quelqu'un en prison. Alors, ceux qui sont en train d'analyser l'économie, en fait, considèrent que cela est une question, c'est un problème de technocrate. Car un outil peut être un outil neutre, mais l'utilisation de chaque outil ne peut jamais être neutre. Il n'y a que deux classes de personnes qui considèrent la monnaie comme quelque chose que le problème est technique. Il y a soit les naïfs qui ne comprennent pas, ou soit ceux qui comprennent très bien de quoi il s'agit, mais ils ne veulent pas en fait dire qu'ils prennent des décisions politiques, et ils veulent se cacher à travers un voile d'expertise, et ils veulent vraiment se destituer de toute de la responsabilité de leur choix. Alors celui qui contrôle la monnaie, en fait contrôle aussi l'économie et se prononce sur ce pouvoir, sur cette responsabilité. On a vu d'ailleurs tous les experts, les technocrates en Italie. L'Italie était la première force financière de l'Union européenne, économique, pardon, de l'Union européenne. On a vu où en est maintenant l'Italie, désindustrialisée, avec un chômage pour les jeunes qui atteint 50%, dans un monde où ceux qui ont un travail vivent dans un risque continu. Il s'agit là d'un marché d'esclavage, d'esclaves qui, en fait, vend tout son patrimoine. On a vu cela avoir lieu aussi en Grèce, et on a vu en fait le berceau de la culture et de la civilisation d'être détruite, d'être pillée avec une violence qui a en fait créé plusieurs victimes. De nouveau, j'aimerais dire qu'on les a vus œuvrer contre un ennemi, l'inflation. Non pas le chômage, non pas la faim, mais l'inflation. Pourquoi? Parce que l'inflation fait peur. Et l'inflation fait peur à qui? Eh bien, le système créancier, le système financier. Car le système financier est basé sur la monnaie, comme d'ailleurs leur patrimoine. Alors, avec l'inflation, une maison ne perd pas. Son prix s'augmente. Le travail est aussi, va aussi augmenter sa valeur. Mais la seule chose qui perd en fait sa valeur, c'est la monnaie. Le chômage, ça ne fait pas peur au système financier, car cela nous permet d'avoir davantage d'esclaves ou de consommateurs. Il ne faut même pas les payer pour qu'ils ont une maison et manger, etc. Giacomo, qui va parler après moi, va vous expliquer que en contrôlant le système monétaire, en fait, on peut contrôler un système d'emploi complet. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre plan qui est un plan
de nature politique. Car là, il s'agit d'un autre aspect sur lequel on devrait approfondir. Bio Black, que vous voyez sur votre écran, est un économiste, professeur de droit et d'économie à l'Université de Missouri à Kansas City, un des plus importants économistes du monde. Bill Black alors a dit que aujourd'hui, le conflit, ce n'est pas un conflit de 99,9% contre 1%, mais de 99,9% contre 0,01%. Constance Prêté, qui malheureusement vient de mourir récemment, était une des personnes qui connaissait très bien Marx et il disait que la situation actuelle est en fait ce qu'on pourrait appeler un capitalisme absolu. Et selon lui, le capitalisme libre dans ses dimensions urbaines peut s'exprimer avec toute sa violence, ce qui a été assouvi jusqu'à présent. Et voilà notre professeur, également un économiste très important, Jackson, qui a dit que qu'on est en train de vivre une nouvelle phase de féodale. C'est une phase féodale et alors on peut dire qu'il s'agit d'un caractère féodal. Il faut qu'on passe dans une restructuration sociale. Cela veut dire qu'il faut au moins revenir sur un capitalisme plus réel et plus libre. Les pouvoirs aujourd'hui encouragent l'austérité pour augmenter leurs profits. Si les pays ne peuvent pas dépenser, ceux qui sont les seuls en mesure de dépenser ont plus de pouvoir et plus de puissance. Peu importe pour eux les gens au chômage, le progrès ou ceux qui meurent de faim. Les capitaux financiers dirigent les gouvernements les peuples, et donc, quel que soit le changement souhaité, cette pyramide doit être détruite. Aujourd'hui, l'Europe est une véritable illusion. Et ceci a été dit à plusieurs reprises. L'euro est l'outil le plus puissant et l'arme la plus puissante de l'Europe, une arme coercitive qui est fondée sur la violence. Une violence que dont vous avez déjà fait l'expérience en Grèce, très intensément. Lorsque la lutte contre le capital prend de l'intensité, le capital réagit et ceci fait couler du sang. Par conséquent, l'ennemi tente de se cacher, de se dissimuler derrière des institutions sans visage dont on ignore le nom. Nous n'avons pas de personnage, nous n'avons rien de précis. Nous avons simplement des chiffres, un visage technocratique qui rend plus difficile toute résistance. Toutes les puissances en faveur de cette dominance doivent fonctionner, agir simultanément. Ceci a été dit aujourd'hui. Il est vrai, je partage ce qui a été dit ce matin. Nous pouvons aller de manière très discrète, mais nous avons tous un point commun dans notre cause, dans notre aspiration, qui est la souveraineté. Nous ne voulons pas créer une entité politique, pas besoin de perdre du temps pour créer une nouvelle hiérarchie. Ce dont nous avons besoin, c'est un réseau qui
car peut-être le leader fait défaut, mais ce que nous avons besoin, c'est un étendard qui ira au-delà des nations et qui démontrera que nos intentions ne sont pas fondées sur le nationalisme. Je voudrais vous remercier tous et toutes, vous remercier pour cette lutte commune, ce combat commun, chers camarades. L'Italie et la Grèce sont très proches l'une de l'autre, bien plus proches que ne le pensent nombreux Italiens. La mondialisation, en fait, c'est ce capital qui fonctionne et qui intervient sur le plan mondial. Notre résistance est jusqu'à présent locale. Elle doit, cette résistance, acquérir une dimension internationale, mondiale, car ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons vaincre et espérer donner plus de volume à notre voix. EPAM et Dimitris Kazakis, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, je leur demande d'accepter nos remerciements. Nous vous félicitons car s'il faut créer un réseau, eh bien, ce réseau peut commencer par vous, par l'EPAM, ici, grâce à l'initiative par ailleurs que vous avez prise, en mobilisant des forces actives qui ont pu mettre en évidence que notre cause est commune et que rien ne nous sépare. Et enfin, pour ce qui est de la sortie de l'euro, bien sûr, elle ne se fera pas sans effusion de sang. J'ai lu récemment quelque chose en Italie sur cette sortie de l'euro. Et nous l'avons comparé à ce que Maurice Chevalier a dit sur la vieillesse. C'est quelque chose de mauvais, mais si vous pensez aux alternatives, c'est pas si mauvais que ça. Dites-vous bien qu'il y a encore pire. Merci, chers camarades.